Bienvenue chers visiteurs. Après vous avoir présenté le M-Guerret dans une précédente vidéo, nous vous proposons cette fois de découvrir le canon le plus surprenant de la Première Guerre mondiale, le Pariser Cannon. Un impressionnant canon de 37 mètres capable de tirer à une distance absolument exceptionnelle de plus de 130 km. Avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait depuis longtemps fortement investi dans l'artillerie. Ainsi, lorsque la guerre éclate, non seulement l'armée allemande possède 2 fois plus de canons que l'armée française, mais elle dispose en plus de calibres bien plus variés et puissants, allant de 77 à 210 mm. De son côté, la France mise quasiment exclusivement sur son canon léger de 75 mm modèle 1897, qui représente plus de 90% de ses canons. Cependant, avec la guerre qui s'enlise dès la fin de 1914 dans une guerre de tranchées, les deux camps se lancent dans une course au développement de nouvelles armes pour tenter de débloquer la situation. Ainsi, fin 1914, le commandement allemand envisage la possibilité de bombarder le port anglais de Douvres depuis la côte. Comme toujours lorsque l'Allemagne a besoin d'un canon, elle fait appel à l'incontournable société Krupp, qui peut alors compter sur son concepteur Fritz Rausenberger, le père de la déjà célèbre Grosse Bertha. Lors des premiers essais, le projectile vola notablement plus loin que prévu, ce qui leur permit de comprendre qu'il était possible de profiter de la diminution de la résistance de l'air à haute altitude. Ainsi, en 1916 débute en Allemagne le développement d'un canon géant unique au monde, capable d'envoyer un obus à plus de 100 km. Avant de continuer, quelques précisions s'imposent. Comme tous les exemplaires et documents ont été détruits par les Allemands pour éviter leur capture, les caractéristiques et capacités exactes de cette arme sont inconnues. Toutes les données présentées dans cette vidéo ne sont donc que des estimations qui, bien que généralement admises, peuvent varier en fonction des sources. Concernant le nom, les Allemands l'appellent principalement Paris-Geschütz ou Pariser Kanonen, soit canon parisien ou canon de Paris. Il est également appelé Kaiser Wilhelm Geschütz, canon du Kaiser Wilhelm. En France, dès sa première attaque sur Paris, il fut surnommé Grosse Bertha, ce qui a créé une confusion importante avec le M-Guerret, déjà présenté sur la chaîne, qui portait également ce surnom. Il est aussi souvent confondu avec le Long Max, plus petit. Avant même de connaître ses capacités, son aspect visuel frappe immédiatement. Son impressionnant canon de 37 mètres de long, le plus long utilisé pendant la guerre, est en réalité composé de 3 parties. La base est un canon naval de 380 mm de 17 mètres dans lequel a été inséré un tube de 31 mètres réduisant le calibre de 380 à 210 mm, au bout duquel une autre extension à âme lisse de 6 mètres a été fixée. Cette dernière partie lisse avait pour but d'améliorer la précision et de réduire la dispersion due au léger lacet des obus provoqués par les rayures du canon. Selon les estimations, le tube à lui seul pesait au moins 140 tonnes. En raison de sa taille, pour éviter qu'il ne s'affaisse sous son propre poids ou en raison des vibrations lors du tir, il était équipé d'une structure de tension caractéristique rappelant un pont suspendu. Au vu de ses dimensions et de son poids, il ne pouvait être déplacé que par voie ferrée. Mais il ne s'agit pas pour autant d'un canon ferroviaire. Le canon était monté sur une plateforme ferroviaire issue du Long Max, spécialement conçue pour permettre son déplacement et son installation sur un socle en béton équipé d'une plaque tournante en acier permettant une rotation à 360 degrés. Le poids du canon avec la plateforme ferroviaire est estimé à 750 tonnes. Au total, 3 systèmes complets et 7 tubes furent fabriqués. Comme il était basé sur un canon naval, il était servi par 60 à 80 marins, plus expérimentés avec les gros calibres. Il y avait également un groupe d'ingénieurs civils pour les tâches techniques et l'arpentage, et ils étaient protégés par un bataillon d'infanterie et 10 divisions d'aviation. Il était capable d'envoyer un obus de 106 kg à une distance jamais atteinte de 130 km. Cela reste encore aujourd'hui, et restera peut-être à jamais, un record pour un obus d'artillerie utilisé en guerre,
sachant que durant la Première Guerre mondiale, les autres canons à longue portée dépassaient à peine les 40 km. Pour permettre un tel exploit, le Pariser Canonne avait un angle d'élévation allant jusqu'à 55 degrés, qui, grâce à son tube extra long et à une charge propulsive très puissante, pouvait envoyer un obus propulsé à une vitesse initiale de 1640 mètres par seconde, soit presque 6000 km/h, à une altitude pouvant atteindre 42 km. C'était de loin un record pour un objet fabriqué par l'homme, qui ne sera surpassé qu'avec le V2 en 1942. À cette altitude, l'obus atteint la partie supérieure de la stratosphère où la résistance de l'air est bien plus faible, augmentant ainsi la portée. C'était si haut et le vol si long que les artilleurs devaient prendre en compte la rotation de la Terre. L'énergie dégagée par un tir et les contraintes étaient si importantes que chaque tir usait une quantité considérable d'acier du tube. Au point ahurissant que chaque canon recevait un lot de 65 obus numérotés d'un diamètre croissant, de 210 à 222 mm pour le 65e, qu'il fallait impérativement tirer dans l'ordre au risque que le projectile ne se coince et n'explose dans le canon. Lors du chargement, les obus étaient littéralement vissés dans les rayures du canon. Inutile de dire que dans de telles conditions, la durée de vie des tubes était extrêmement courte. Après avoir tiré leurs 65 premiers obus, les tubes étaient renvoyés chez Krupp à Essen pour être réalésés, passant de 210 à 224 mm, puis une dernière fois à 238 mm. Ces recalibrages diminuaient la portée, ce qui explique qu'à chaque fois les canons furent rapprochés de Paris. Évidemment, un tel monstre demandait une infrastructure importante. Il fallait déboiser un chemin à travers les arbres, les canons étant positionnés dans des bois pour les dissimuler, construire des voies ferrées, creuser et couler l'imposant socle en béton, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, demandait des semaines, voire des mois. D'après certains témoignages, les premières positions ont commencé à être aménagées en 1917 pour une première utilisation fin mars 1918. Même une fois installé, chaque tir demandait énormément de temps. Il fallait après chaque tir mesurer la chambre, calculer la quantité supplémentaire de poudre propulsive et effectuer de nombreux autres calculs. Le canon n'avait ainsi au mieux qu'une cadence de tir d'un coup toutes les 20 minutes en conditions réelles, soit 3 tirs par heure. Sachant que les tirs ne pouvaient être effectués que de jour, l'énorme flash du tir révélerait sa position de nuit, cela limitait grandement son emploi. Il souffrait également de 2 autres défauts majeurs pour un canon d'artillerie classique. En raison de son fonctionnement, il avait une précision catastrophique, se comptant en kilomètres et rendant vaine toute tentative de toucher une cible précise. De plus, bien que les obus pesaient 106 kg, ce qui n'était déjà pas très lourd, la charge explosive n'était que de 7 kg. Vous vous demandez alors probablement à quoi pouvait bien servir un canon géant d'une précision kilométrique au faible pouvoir de destruction. Comparé à l'artillerie classique, hormis sa portée, il semble en effet n'avoir aucun intérêt. Mais le Pariser Canonne n'a jamais été conçu pour bombarder des ouvrages fortifiés, encore moins l'infanterie ni même des cibles militaires. Il a été uniquement conçu pour bombarder Paris. Il faut le voir bien plus comme une arme de terreur que comme une arme stratégique, un peu à la manière des V1 et V2 de la Seconde Guerre mondiale. L'idée était de plonger la région parisienne dans la panique et la confusion. Le commandement allemand espérait que cela réduirait le moral des Français et perturberait l'approvisionnement en raison de la saturation des transports due aux foules fuyant la capitale. Ainsi, la totalité des structures endommagées et des victimes furent des civils. Le 20 novembre 1917, le premier canon achevé fut testé avec succès. Début 1918, le haut commandement allemand s'apprête à lancer une série d'offensives sur la Somme afin de remporter la guerre, et 2 canons supplémentaires sont fabriqués. Le premier obus fut tiré sur Paris depuis le mont de Joie, une colline boisée près de Crépy, 16 km derrière les lignes allemandes, en présence de l'empereur Guillaume II en personne. Au petit matin du 23 mars 1918, à 7h20,
Une explosion mystérieuse se produit quai de la Seine. 20 minutes plus tard, un autre boulevard de Strasbourg, faisant 8 morts et 13 blessés, puis d'autres suivent toutes les 20 minutes. Les Parisiens pensent alors à un bombardement par un zeppelin à haute altitude, car on n'entend ni avion, ni canon. L'alerte retentit dans la ville, et la population se réfugie dans les abris. Mais rapidement, les débris révèlent qu'il s'agit d'obus d'artillerie. Dès la 8e explosion, les enquêteurs français estiment qu'il s'agit d'un canon de 208 mm se trouvant dans la région de Crépy, à 120 km de Paris. Le premier jour, 21 obus tombent sur Paris, faisant 15 morts et 36 blessés. Si le premier jour, un seul canon tira, les jours suivants, les 3 batteries furent actives, tirant en 3 jours 58 obus. Cependant, il n'y eut pas de tir entre le 25 et le 29 mars. De ce que l'on en sait, le 25, une erreur dans l'ordre des obus provoqua le blocage d'un obus dans le tube d'un des canons, causant son explosion. Le jour de la reprise des bombardements, le 29 mars, fut marqué par un événement dramatique. À 16h36, un obus frappa le toit de l'église Saint-Gervais, alors remplie en ce jour de fête religieuse du Vendredi Saint, causant la mort de 91 personnes et faisant 68 blessés. Ce fut l'attaque la plus meurtrière des Pariser Kanonen. Cette attaque porta un coup important au moral des Français. On envisagea même de faire quitter la capitale au gouvernement. Les tirs des Pariser Kanonen, associés aux bombardements nocturnes de bombardiers, eurent un fort impact psychologique sur les Parisiens. Entre fin mars et début avril, 1,5 million de Parisiens sur 3 millions quittèrent la capitale. Pour éviter que les Alliés ne découvrent la position des canons, ceux-ci étaient dissimulés dans le couvert d'une grande forêt et une trentaine d'autres batteries tiraient en même temps depuis des positions proches, compliquant leur localisation précise. Les bombardements étaient également stoppés si des avions français étaient aperçus à proximité. Cela n'empêcha pas l'aviation française de localiser les 3 emplacements en quelques jours. Le plus proche fut bombardé par un canon ferroviaire, tandis que les 2 autres furent bombardés par des avions. Si plusieurs servants furent touchés, cela ne suffit pas à neutraliser les canons. Cependant, comme nous l'avons vu plus tôt, les canons s'usaient très rapidement, si bien que les campagnes de tir étaient régulièrement interrompues et les canons déplacés. Ainsi, du 11 juin au 16 juillet, les batteries furent déplacées de Crépy à Bruyères-sur-Fer, plus au sud. Mais après seulement 2 jours, le 18 juillet, les Alliés lancèrent une contre-attaque débutant la seconde bataille de la Marne. Les forces françaises, appuyées par plusieurs centaines de chars Renault FT, submergèrent rapidement les Allemands, si bien que les Pariser Kanonen furent évacués en catastrophe pour éviter leur capture. Une 3e vague de bombardements sur Paris fut lancée depuis Beaumont-en-Beine et dura jusqu'au 9 août 1918. Mais la situation militaire ne faisait que se dégrader pour les Allemands, si bien que bombarder Paris n'avait plus de sens. De plus, l'armée était à bout de force et se retirait progressivement vers l'Allemagne. Les 2 canons restants ainsi que les tubes de rechange furent alors ramenés en Allemagne et totalement détruits, ainsi que toutes les archives afin d'éviter leur capture. Ainsi, si un affût fut capturé par les troupes américaines, aucun canon ne fut jamais capturé. Selon les termes du traité de Versailles, les Allemands devaient en remettre un complet aux Alliés, mais ça n'a jamais été fait. Ainsi, les caractéristiques précises de cette arme furent perdues. Après la guerre, le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de disposer de canons à longue portée. Malgré ça, Krupp continua de mener des recherches en secret pour développer un successeur au Pariser Kanone, aboutissant au canon K12 de 210 mm. Cependant, ce type d'arme était déjà obsolète, leur rôle étant désormais attribué à l'aviation. Parallèlement, dès les années 1930, l'armée allemande s'intéressa aux roquettes pour remplacer les Pariser Kanonen, ce qui aboutit aux V1 et V2. Alors, quel bilan pour les Pariser Kanonen ? Il s'agit indiscutablement d'une réussite technique, mais en tant qu'arme, ils ne furent pas une grande réussite. La charge explosive était faible, le canon s'usait extrêmement rapidement et la précision était inexistante. Ils n'eurent pas non plus l'effet espéré sur la population française.
Si les premiers tirs sur Paris avaient semé la panique comme prévu, les Parisiens qui n'avaient pas fui se sont rapidement habitués à ces attaques très limitées. Entre le 23 mars et le 8 août 1918, les Pariser Kanonen ont tiré environ 367 obus sur Paris, avec une cadence maximale de 20 tirs par jour, faisant 256 morts et 620 blessés, tous civils. Les obus tombant principalement sur des boulevards ou des bâtiments vides, la vie continua alors presque normalement. Mais malgré sa faible efficacité, la Grosse Bertha a durablement marqué l'esprit des Parisiens, encore de nos jours. Voilà qui conclut la visite. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui et j'espère avoir le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement pour de nouvelles découvertes.